Il est midi sur Radio Biarritz. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être là. C'est Time Break. Time Break, dernier jour, dimanche 15 juin 2025 du 22e NG Open Biarritz Pays Basque. Phase de finale, les amis. Alors, pour vous donner quelques infos, en préalable de cette émission, les grandes gagnantes du tableau de double sont l'Espagnole Irene Burillo et la Mexicaine Maria José Portillo Ramirez. La paire s'est imposée au super tie-break face à la tête de série numéro 2, Jessie Haney et Justina Mikulskit sur le score de 4-6, 6-1, 10-5. En simple, une Française en finale, les amis. Et nous en sommes très heureux ici à Biarritz, au Parc des Sports d'Aguilera, dans ce 22e NG Open Biarritz Pays Basque. En simple, la Française de 19 ans, Tsanswa Sarah Rakotomanga Rajaouna, affrontera la tête de série numéro 1 du tournoi, l'Égyptienne Mayar Sherif Ahmed Abdelaziz, en finale de l'NG Open de Biarritz ce dimanche 15 juin à 15 h sur le court central. J'ai l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir tout d'abord sur ce plateau le directeur de l'NG Open Biarritz Pays Basque, que vous connaissez déjà pour l'avoir vu et écouté sur notre antenne, François Duport. Bonjour François. Bonjour. Et puis l'immense honneur également de recevoir sur ce plateau une légende, quelqu'un avec qui nous allons dans quelques instants, je suis sûr, sourire, voire rire, en tout cas parler un petit peu de son parcours, de son incroyable parcours, et puis d'un livre aussi, s'il a un petit peu de temps, un livre qui était paru il y a quelques années au Cherche Midi, dont nous parlerons avec donc Mansour Barami. Bonjour Mansour. Bonjour. Et comme on dit chez nous, bienvenue Ongli et Tori. Je vais vous dire merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. François, on peut faire un petit peu le point sur ce tournoi. Sarah Rakotomanga, cette semaine, a véritablement marqué les esprits parce que durant le tournoi, elle n'a concédé qu'un seul set. C'était lors de la demi-finale face à Julie Belgravert, une autre Française à qui avait été décernée une wildcard, qui a porté là aussi ses fruits comme souvent dans ce tournoi. Score final 5-7, 6-2, 6-1. On salue d'ailleurs Julie Belgravert, 22 ans. Et pour la petite info, on l'a déjà dit dans Time Break cette semaine, Julie Belgravert intègre le top 300 WTA pour la première fois de sa carrière. Félicitations à elle. Sarah Rakotomanga, elle a intégré le top 200. Pour la première fois également de sa carrière, c'est une jeune Française qui a déjà 4 titres en titre ITF en simple à son palmarès. Sur terre battue, c'est manifestement la terre battue qui lui convient parfaitement. Et ce sont des résultats, encore une fois de plus ici dans cet Open, très prometteurs pour le tennis féminin français. Oui, tout à fait. C'est une très belle performance que fait Sarah. Elle a 19 ans. Elle a 19 ans, elle est en finale d'un W100. Vous l'avez dit, Julie Belgraveur est en demi-finale, elle a 22 ans. Et il y avait la jeune Eledja Inissan, 16 ans, qui était quand même en quart de finale il y a 3 jours. Donc je crois que le tennis français aujourd'hui suit un peu la route que nous montre Louise Boisson. Et tant mieux pour le tennis français, on a besoin de jeunes joueuses. Je crois qu'on a des joueuses qui jouent bien. Il faut qu'elles prennent confiance, il faut qu'elles aillent se frotter aux toutes meilleures sur ces tournois. C'est pour ça que la fédération et les organisateurs du tournoi déploient les wildcards, les invitations pour leur permettre justement de se frotter très vite à ce niveau international. Alors, Sarah affrontera en finale celle qui est prédite favorite, mais tout est possible, surtout dans le tennis. Mayar Sherif, la favorite, dit-on. L'Égyptienne s'est imposée avec autorité quand même face à la Belge Sofia Kostoulas sur le score de 6-1, 6-3. Oui, l'Égyptienne n'a pas perdu en 7, il me semble, du tournoi. Elle a une frappe très lourde, très forte. Bon, c'est une joueuse qui a expérimenté. Elle a été 30e mondiale, elle a été tête de série à Wimbledon. Donc, par rapport aux jeunes joueuses qui arrivent, c'est sûr qu'elle fait figure de favorite. Maintenant, bon, un match est un match. On a bien vu que Louis a battu la 3e mondiale à Roland-Garros. Pourquoi est-ce que cet après-midi, Sarah ne battrait pas une joueuse qui est dans les 100 meilleures mondiales, ce qui serait super. D'autant plus que les conditions seront peut-être un tout petit peu différentes par rapport à hier. Il a plus de nuit. Et la terre battue est une surface vivante, donc
elle est un peu plus mouillée qu'hier. Donc voilà, il faut voir comment ça va démarrer ce match et comment va être l'évolution du score dès le début du match, quoi. La finale est prévue ici même au Parc des Sports d'Aguilera à 15 h sur le cours Patrice Dominguez, à qui l'on pense très fortement à chaque tournoi. Et encore cette semaine, billetterie accessible toujours en ligne les amis. Il est encore temps de nous rejoindre cet après-midi. À partir même, vous pouvez venir dès 14 h parce qu'on va vous expliquer ce qui va se passer bien avant la finale et vous ne le regretterez pas. Je vous donne le site sur lequel vous pouvez réserver d'ores et déjà. Ne tardez pas, ngopenbiarritz.com/billetterie. ngopenbiarritz.com/billetterie. On peut faire un petit peu le point sur cette semaine qui a été encore une semaine géniale, incroyable à tout point de vue. Sur le plan sportif évidemment, on s'est régalé malgré la chaleur, malgré les conditions météo. Sur le plan des à côté du tournoi, sociétal, partenariat, c'était excellent. Tout le monde à la banane. Nous-mêmes, nous sommes ravis d'avoir pu couvrir cette semaine cet événement alors que la première surprise de cette émission Time Break nous rejoint. J'ai l'immense honneur aussi de retrouver ce midi Nelson Montfort. Bienvenue en Guilletori. Nelson, comment ça va? Bonjour Philippe, mais je ne veux surtout pas interrompre là. Mais vous êtes le bienvenu, joignez-vous à nous. Voilà, je vous écoute. Nous sommes en train de parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, de tennis, mais pas que. Grâce à François, il y a eu le sens de la fête. En tout cas, nous sommes ici depuis 2-3 jours. Pardon, c'est parce que j'ai pas trop l'habitude du micro, c'est pour ça. Je me doute, on va vous apprendre. Exactement. Et c'est une vraie fête ici. Je suis particulièrement heureux d'y participer. On va se retrouver dans quelques instants avec Nelson pour parler de beaucoup de choses. Il est là depuis vendredi, on va parler du tournoi, mais pas que, vous allez voir. Ne quittez pas, restez bien jusqu'à 13 h dans Time Break. François, oui, excusez-moi. Donc, une semaine, franchement, encore une très belle édition. Une semaine géniale. C'est une édition qui monte en puissance. Oui, un environnement exceptionnel autour du sport, autour d'un sport inclusif aussi, puisque il y a eu pendant 2 jours la présence d'Olivier Goy, justement, et toute cette opération qui a été faite en faveur de l'Institut du cerveau, puisqu'on le sait, Olivier Goy est aujourd'hui malade, à la maladie de Charcot. Donc il y a eu cette première opération très prenante, très émouvante. Et on espère que nous, joueurs de tennis, qu'organisateurs de tennis, on puisse apporter notre aide, notre soutien justement à des causes comme la sienne. Après, comment ne pas parler des 1400 enfants qui sont venus ce mardi? Et là, un gros chapeau à Camille, notre animatrice. 1400 enfants qui sont venus voir du tennis, qui sont venus pour jouer au tennis. Certes, ils ont eu d'autres ateliers, on ne va pas quand même leur faire jouer de suite 6 heures sur un cours, mais ça a été une opération fantastique. Et il faut aussi compléter avec toutes les conférences qu'il y a eu sur l'intelligence artificielle, sur le managériat, le village de l'emploi mené par Yo Agency et France Travail. Non, il y a eu un environnement exceptionnel. Et puis ce dîner de gala jeudi soir avec pratiquement 380 personnes au casino de Biarritz. Ce final où nous accueillons Mansour qui tout à l'heure va nous faire plaisir sur le cours, il va apporter vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et après la finale qui va se jouer derrière. Donc on a Jérôme Barrier, Yo Agency ont créé autour d'un tournoi un environnement exceptionnel. Et je crois que c'est bien. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, que les organisateurs de tournois puissent faire bénéficier au plus grand nombre les valeurs du tennis, les valeurs de notre sport, voilà, et qu'on puisse les associer à la fête. Et on n'oublie pas nos amis aussi associatifs, Rebond, l'opération En avant les filles, l'association Faites le mur que nous avons eu aussi cette semaine ici durant ce tournoi, qui permettent de lutter contre toute forme d'exclusion, de violence grâce au tennis. Le tennis, c'est aussi un vecteur très positif, c'est une école de la vie. Oui, la présence d'Angélique Cauchy, justement avec Angie, a été super. Et puis là aussi, j'oubliais, il y avait tellement de choses. Hier, nous avions eu un double de jeunes filles, et aujourd'hui, il y a l'opération En avant les filles. Tout ça, c'est parrainé par Angie, qui veut faire vraiment que le tennis féminin puisse se développer au niveau de tous les clubs et puisse faire émerger après des futures championnes. Et j'ajoute aussi l'Open de Handi Tennis, dont la finale
doit se terminer, je pense, dans quelques minutes, avec notamment Julie Flamand en finale ce matin, ici sur le Parc des Sports d'Aguilera. On vous donnera quelques nouvelles plus tard dans la journée de ce qui s'est passé là aussi ce matin en termes d'handisport, pour la première année d'ailleurs ici au tournoi. C'est la première année, oui, c'est la première année. Et l'idée, c'est de faire aussi un tournoi international handisport en même temps que l'NJ Open. Voilà, on va essayer d'avancer là-dessus. François, tu es le bienvenu, tu peux rester avec nous un petit peu. On va parler un petit peu aussi de tennis, Oui, avec, un peu plus de tennis. avec Mansour Bahrami. Merci Mansour de nous avoir rejoints ce matin. Comment ça va Mansour? Merci beaucoup, ça va très bien. Bah, écoutez, il ne pleut pas, il y a du beau monde ici et c'est super d'être ici. Je suis très content de venir dans votre belle région ici à Biarritz. Merci à François et Jérôme Barrière qui m'ont demandé de venir jouer un match exhibition. C'est ce que je fais un peu partout dans le monde. Donc je suis ravi d'être là. C'est la première fois, Mansour, que vous venez au Pays Basque? Non, c'est pas la première fois. Mais la dernière fois que j'étais venu ici, c'était peut-être il y a 25-30 ans. Alors, on ne présente plus Mansour Bahrami. Moi, je vais citer un autre grand, Yannick Noah. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Et si ce sont des bêtises, vous me corrigez, Mansour. Non. Voilà, Mansour, on le sait, c'est un véritable showman. Ce sont beaucoup de facéties lors des matchs de légende, de formidables matchs de légende. C'est un showman, vous êtes un magicien quelque part. C'est assez fort. Vous avez fait une carrière qui est à remarquer, notamment entre 1986 et 1991. Vous avez été régulièrement classé dans le top 100. Vous avez remporté notamment, on peut peut-être remémorer 1988 Genève, Toulouse en 1989 avec Eric Winogradsky. Vous avez atteint beaucoup d'autres finales, dont celle en 89 de Roland Garros. Quel souvenir vous avez de cette époque encore aujourd'hui, s'il vous plaît? Bah écoutez, c'était que de bons souvenirs. La seule chose, c'est que j'ai pas pu jouer professionnellement les meilleures années d'un athlète, que ce soit n'importe quel sport, c'est entre l'âge de 20 ans à 30 ans. Moi, avec la révolution qui a eu lieu dans mon pays, en Iran, malheureusement, les mollahs, ils ont pris le pouvoir, et ils ont interdit le sport, notamment le tennis, que c'était soi-disant un sport impérialiste, capitaliste. Donc pendant 3 ans et demi, je n'ai pas touché une balle de tout. Et après, à l'âge de 24 ans, il y a eu une ouverture et j'ai pu sortir d'Iran et puis venir m'installer en France. Et pendant les 6 prochaines années, j'ai joué uniquement en France. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, je n'ai pas fait les tournois professionnels. Mais après à la fin des années 80, j'ai eu ma nationalité française et puis j'ai eu la chance de pouvoir participer à nouveau dans le tournoi professionnel. Et ça a été un petit peu tard pour vraiment bien jouer en simple. Malgré ça, j'ai fait des super matchs, j'ai battu beaucoup de joueurs. Mais surtout en double, j'ai été plus sérieux. Donc, parce que je pouvais pas faire en double les bêtises que je faisais en simple. En simple, je pouvais faire mal qu'à moi. Donc moi, ma priorité a été toujours de faire plaisir au public. Moi, d'être joueur au tennis, c'est une chance incroyable et j'ai une chance incroyable que les gens aiment ma façon de jouer. Et donc je joue d'une façon complètement différente des autres joueurs. Et la raison, c'est que si vous voulez, j'ai jamais eu de leçon de tennis, j'ai jamais appris par un entraîneur. J'ai appris le tennis en jouant avec un balai, avec une pelle. Avec des ustensiles de cuisine? Oui, tout à fait. Ou avec la palme de ma main, et donc contre le mur. Vous me dites si je me trompe. D'après mes informations, vous avez tenu votre première raquette à l'âge de 13 ans. Donc, bon, vous êtes vraiment porteur d'espoir pour beaucoup de jeunes et moins jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent. Ouais. Fabriqué par vous-même avec un cadre en bois
et des morceaux de cordage récupérés. Et à l'époque, vous travailliez déjà comme ramasseur de balles. C'est vrai, je venais sur le cours au tennis. On ne me laissait pas entrer sur le cours au tennis parce que ça a été réservé à l'élite. Donc finalement, ils m'ont dit, à force de revenir, parce que je suis très têtu, et je revenais, je prenais des coups de pied aux fesses, et parfois très violemment même. Et, à force de persévérer, et je suis revenu. Ils m'ont dit, bon, écoute, tu peux venir, mais uniquement en tant que ramasseur de balles. Donc je ramassais des balles pour des gens, je gagnais 10 centimes de l'or pour ramasser des balles pour les gens. Et puis de 5 ans à 13 ans, j'ai joué, comme je vous disais, avec une pelle, avec un balai contre le mur, et en dehors de cours de tennis. Et donc à 13 ans, la fédération m'a donné 2 raquettes. Ils avaient besoin de nouveaux joueurs parce qu'on n'avait pas le programme que nous avons ici en France. En Iran, tous les joueurs de génération avant moi, 10 ans auparavant, ils étaient dans le même cas que moi. Ils étaient ramasseurs de balles, ils sont devenus des champions. Donc moi, à partir de moi, on m'a donné 2 raquettes. Je commençais à jouer et ça a été vraiment facile. Tout a été plus simple de jouer avec une vraie raquette que de jouer avec une pelle. Donc après ça, 3 ans après, j'étais membre de l'équipe de Coupe Davis. Et puis à 16 ans, et puis à 20 ans, ma carrière était arrêtée. Et comme je vous disais, je suis venu en France. Et puis après l'âge de 30 ans, j'ai commencé à voyager à nouveau, où j'ai fait finale. J'ai joué en finale de la Roland Garros en double, Monte Carlo. Vous réalisez un grand coup en 1987. Vous vous qualifiez pour la finale du Monte Carlo, associé au Danois Mikael Mortensen. Vous éliminez 3 têtes de série, dont une nouvelle fois les favoris, Guy Forget et Yannick Noah, 5-7, 7-6, 7-6, ainsi que la paire suédoise Nyström-Wilander, 7-6, 7-5. Vous allez atteindre quand même le 3e tour à Roland-Garros et à l'US Open aussi avec Perret. Puis finale, on en a parlé à Genève. Vous avez atteint avec une aisance la finale du tournoi de Roland-Garros avec Eric Winogradsky en 1989. Et vous êtes demi-finaliste quand même du Master de Monte-Carlo aussi en 1990 avec votre partenaire. Ouais. Et puis vous allez décider en 1992 de mettre un terme à votre carrière. Écoutez, j'avais beaucoup d'exhibitions, beaucoup de demandes à faire des exhibitions partout. Et puis les exhibitions, c'était surtout les week-ends. Et pendant 2-3 mois, 2-3 fois, j'étais dans des tournois ATP. Et j'ai dit à mon partenaire que je dois jouer le week-end à une telle exhibition. Donc je ne peux pas gagner plus qu'un tour. Parfois, je perdais au premier tour, parfois, je gagnais pas un tour, et puis 2e tour. Après, il fallait que je perde pour honorer mon contrat. Et en 92, nous avons fait le dernier tournoi que j'ai fait, c'était à Open de Copenhague, Danemark. Et nous étions en finale. On a perdu contre la paire Woodbridge-Woodford, qui était une des plus grandes équipes de double de l'histoire du tennis. Et puis après, je dis j'arrête, je vais faire que des exhibitions. Et là, vous avez une idée géniale. En 1997, oui. Vous créez le Trophée des légendes. 97, c'était le Trophée des légendes parce que je jouais un petit peu partout dans le monde, notamment à Wimbledon, à US Open. Alors pour nos amis, le Trophée des légendes, c'est en fait un tournoi qui est réservé aux anciens joueurs professionnels, les anciennes stars, on va dire, du tennis, qui se déroule au sein du stade Roland-Garros, pendant la 2e semaine des internationaux de France, auxquels vous participez souvent. Et puis c'est reparti pour un tour. Oui, c'est parti, c'était depuis 97. Là, c'était la semaine dernière, on a joué pour la 28e année. Et donc, voilà, j'ai eu l'honneur et la chance d'inviter la première année des joueurs comme Rod Laver, Roswell, Stan Smith, John Newcombe et ce genre de joueurs. Et maintenant, il y a des joueurs comme Gilles Simon, Tsonga, Mats Wilander, Chang.
Donc j'ai eu quand même une vie incroyable parce que j'ai eu l'honneur et le privilège de jouer depuis Rod Laver jusqu'à aujourd'hui des joueurs. J'ai fait des exhibitions, ça m'est arrivé de même faire avec des joueurs actuels. Les joueurs qui commencent maintenant à prendre tout juste leur retraite. J'ai joué encore une exhibition il y a 3 semaines, juste avant Roland Garros, avec Gasquet, qui était encore en activité. Et ça, j'ai beaucoup de chance. D'où vous viennent toutes ces facéties? C'est de l'improvisation pure ou parfois, dans votre vie peut-être personnelle, il vous arrive des situations, des moments drôles que vous provoquez peut-être aussi et vous essayez de les reproduire aussi sur le court? Ouais, non, mais comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu de leçon de tennis. Je jouais avec un bout de bois et pour moi, le tennis, vous savez, c'était un jeu d'enfant. Moi, je n'ai pas joué au tennis pour devenir riche, pour gagner de l'argent, parce que quand j'ai commencé dans les années 60, il n'y avait pas de l'argent dans le tennis. Donc, je jouais avec mes autres camarades, mes autres amis qui avaient le même âge que moi, qui étaient dans les mêmes conditions que moi. Nous jouions avec un bout de bois qu'on trouvait par terre et on commençait à taper, on mettait un filet nous-mêmes, on faisait des lignes à la craie. Sur la route en asphaltée et on jouait comme ça et on s'amusait à taper la balle entre les jambes, le dos au filet et ça a resté et comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu un entraîneur pour me dire arrête tes bêtises et tu joues normalement. Donc ça a resté et ça a plu au public et moi franchement si c'était pour jouer autrement ça ne m'intéresse pas. Moi, j'adore. Tennis, c'est ma vie, c'est ma passion. Et c'est la joie pour entrer sur le court. Et cette joie que j'ai à mon âge, encore aller faire des matchs d'exhibition. L'énergie, ça vient du public. Dès que je rentre sur le court, les gens ils commencent à se marrer, et ils sont heureux. Et ça n'a pas de prix pour moi. Alors, je ne sais pas si on le trouve encore dans le commerce. Peut-être sur Internet, je vous invite à le rechercher. Il y a une autobiographie de Mansour Bahrami qui a été publiée en 2006, oui. Très intéressante, qui s'appelle « Le cours des miracles ». Le cours, C-O-U-R-T, des miracles, chez Le Cherche Midi. Là, vous évoquez des souvenirs d'enfance, des anecdotes croustillantes, des portraits aussi de partenaires ou d'autres joueurs. Vous avez eu à un moment donné envie de coucher aussi sur papier un petit peu ce roman qui a été quand même un peu votre vie, un roman extraordinaire. Écoutez, j'ai une vie de tennisman qui est complètement différente des autres tennisman et franchement l'idée c'était pas de moi d'écrire un livre, c'est souvent les gens qui m'ont encouragé de raconter mon histoire parce que tout le monde me disait Mansour, tu as une histoire à raconter. Donc comme je dis au début de livre, nous étions à Saint-Anton en Autriche, on faisait une exhibition avec Roger Federer et d'autres joueurs, Yannick Noah et d'autres. Et puis avec Amélie Mauresmo qui était avec nous aussi. On est parti de Saint-Anton pour venir chez Amélie Mauresmo. Et puis moi j'étais dans la voiture, il y a quelqu'un qui nous conduisait. Et il y avait Peter Lundgren qui est décédé maintenant. Et lui, il a été coach non, excusez-moi, je ne sais pas s'il est décédé, mais il a eu un problème grave. C'était le coach de Roger Federer. Et on est parti. Et j'avais un ami qui s'appelle Olivier Dovim qui a absolument... Il a insisté que je raconte mon histoire. Et Peter Lundgren, qui était le numéro 15 mondial, il m'a dit « Allez Mansour, vas-y, écoute ». Et j'ai raconté l'histoire pendant 5 heures, 6 heures, tous les trajets. Et ils m'ont dit « Il faut absolument que tu fasses un livre ». Et c'est Olivier Dovim qui m'a dit « Mansour, je vais te trouver quelqu'un qui va t'écrire. Un éditeur. Quelqu'un qui va l'éditer ».
Donc c'est pour ça que l'idée est venue, et on l'a fait, et je suis ravi de l'avoir fait. Et nous aussi. Et nous aussi, et encore plus ravis de vous avoir cette semaine. Merci beaucoup. Au 22e NJ Open Biarritz Pays Basque. De vous avoir ici à ce micro, c'est pour moi une très grande joie et un immense honneur, Mansour. Merci infiniment de nous avoir accordé un petit peu de temps. On va vous retrouver tout à l'heure dans un match des légendes à partir de 14h. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il vaut mieux venir bien avant la finale. Vous allez voir ce que c'est que de jouer au tennis. Ouais. Il y aura, alors, a priori, Guy Forget. Non, il n'y a pas Guy Forget. Il n'est pas là cette année. Il y a 3 joueurs de l'équipe première, c'est ce qu'on m'a dit, de l'équipe première de club. Je joue avec eux. On va se régaler. Ouais. Donc venez nous rejoindre, 14h, le match des légendes avec Mansour Bahrami, qui est quelqu'un d'extraordinaire et d'une gentillesse. Voilà, je vous remercie encore, Mansour. On va vous souhaiter un bon match. On va vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à très très vite dans Time Break. Vous savez que vous êtes le bienvenu au Pays Basque. Merci à vous et bon après-midi. Merci beaucoup, Mansour. On va retrouver dans quelques secondes Nelson Montfort, que vous avez aperçu tout à l'heure et qui est sur le tournoi depuis vendredi. Allez, Nelson qui nous propose de nous asseoir avec plaisir, Nelson. Bonjour, cher Philippe. Comme à la maison. Rebonjour, Nelson. Comment c'est filmé? C'est filmé en plus. On est à la radio et sur le canal télé. Comment ça va, Nelson? Quel plaisir de vous retrouver cette année encore ici. Vraiment, c'est une joie de vous recevoir à ce micro une fois de plus. Ça me fait extrêmement plaisir. On a conversé pas mal hier. C'est la 2e année maintenant que je viens à cet NJ Open et je dois dire que ça correspond à tout ce que j'aime. Des joueuses qui se battent vraiment, qui jouent gros quelque part à leur niveau. Et là, cet après-midi, c'est une finale avec une joueuse qui est quand même à peu près dans les 30 meilleures joueuses du monde, la petite égyptienne. Donc Maher Sherif. Oui, Maher Sherif. Donc je pense que les gens qui sont très nombreux d'ailleurs apparemment. Puis là, je vous voyais avec Mansour Bahrami qui va ouvrir donc les festivités tout à l'heure à 14h. Donc je me réjouis beaucoup d'être ici et d'animer ce match. Et nous donc. Alors Nelson, vous êtes ici depuis vendredi. Vous avez livré vos impressions d'après-match en direct et en public. Et quel regard portez-vous des 3 jours que vous avez passés ici sur le parc des sports d'Aguilera, sur la compétition et puis aussi au-delà sur l'ambiance qui règne dans cette NJ Open et sur tout ce qui se passe à côté de la compétition? Mais ça, justement, là, ce que vous venez de dire, Philippe, c'est très important parce qu'il y a le tennis et puis il n'y a pas que le tennis, il y a aussi tout ce qui se passe, finalement, l'environnement, les exhibitions avec les ramasseurs de balles, tout à l'heure avec un espoir du club, les Mansour, etc. Tout ça, ça compte beaucoup. Et puis, bon, je veux dire, ici, c'est en même temps très sérieux sur le court parce que je me disais il y a quelques minutes, les jeunes filles jouent gros. Mais c'est en même temps très décontracté dans les tribunes. C'est-à-dire, le tennis, c'est avant tout un sport, c'est avant tout une fête. Et c'est ce que je ressens profondément ici. Donc Nelson, vous allez nous accompagner aussi ce dimanche pour cette belle finale qui va opposer donc Sarah Rakhtomanga à Maher Sherif tout à l'heure à 15h. Je vous le rappelle, les amis, ici sur le cours Patrice Dominguez. Quel regard vous avez sur le niveau des joueuses qui est porteur de beaucoup d'espoir pour le tennis féminin? On a vu Loïse Boisson gagner Saint-Gaudens, tournoi de Saint-Gaudens. Elle nous a fait vibrer, rêver. Elle a été exceptionnelle à Roland-Garros. L'année dernière, nous avions déjà été bluffés par Chloé Paquet, qui avait atteint des sommets aussi à Roland-Garros. Chloé, d'ailleurs, qu'on salue, qui est un peu la marraine de cette émission. L'avenir du tennis féminin français est très prometteur. C'est intéressant parce que si vous m'aviez posé la question il y a encore un mois, j'aurais sans doute été moins optimiste que je ne le suis aujourd'hui. Parce que c'est vrai que ce qu'a réalisé Loïs à Roland-Garros, parce que bon, même si en demi-finale elle est tombée contre les futurs vainqueurs, en la circonstance, l'American Goff, son parcours est exemplaire parce qu'elle a quand même sorti
Pegula, USA, numéro 3 mondial, et Andreeva, Russie, numéro 6 mondial, mais sur terre battue, nettement favorite. Donc c'est pas du tout une question de tableau favorable, etc. Donc maintenant, évidemment, je dirais que le plus dur commence. Le plus dur commence en essayant de confirmer, tout simplement. Et là, le tournoi de tennis de Wimbledon, qui n'est pas exactement un tournoi de plage, hein, qui vraiment est un tournoi magnifique, s'ouvre dans 10 jours. Et ça va commencer là pour elle. Alors évidemment, le plus dur commence. Mais sur ce que j'ai pu voir à Roland-Garros, je suis raisonnablement optimiste. Et qu'elle entraîne dans son sillage, eh bien peut-être la petite franco-malgache, vous avez prononcé son nom mieux que moi, parce que vous avez raccourci son nom d'ailleurs. Hein, parce qu'elle a un nom. Tiantsua, Sarah Rakotomanga, Raja Bravo. Noa. Les noms malgaches sont souvent assez longs. Et Ou Raja Ona, pardon. voilà, exactement. Qui je trouve un jeu de gauchère magnifique. Magnifique, vraiment, avec un revers superbe. Donc voilà, tout ça va être... En plus, moi, je pense que vous le sentez au ton de ma voix, je suis un grand amateur de tennis féminin, je suis un grand amateur de sport féminin en général. Donc je pense que le tennis féminin en général et le tennis féminin français ont de belles heures devant elles. On vous a aperçu, retour sur le plateau de Laurent Lia sur France Télévisions, avec joie, à Roland-Garros. Vous avez suivi évidemment ce tournoi. Quelles sont vos impressions par rapport à cette édition 2025? Je pense que, évidemment, on se souvient surtout des finales, mais même les finales, tout a été dit, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit. Deux, parce qu'il ne faut pas oublier la finale des dames, qui a été magnifique, avec une Sabalenka, et je pense que les spécialistes de tennis qui nous font l'amitié de nous suivre seront de mon avis. Elle faisait à la fois les points et les fautes. Donc, habituellement, elle fait plus de points que de fautes. Là, elle a fait un petit peu, surtout sur la fin, c'est fou, parce que ce match de Sabalenka-Gauff, pendant tout le match, je pensais que Sabalenka allait gagner. C'est un truc de fou, et elle l'a perdu. J'avoue qu'avec Sinner-Alcaraz, c'est un petit peu près pareil. Mais donc comme quoi, c'est un sport merveilleux parce qu'il y a des renversements extraordinaires et donc les finales ont été magnifiques, mais également la demi-finale Djokovic-Sinner, je ne sais pas si vous en souvenez, magnifique. Alcaraz ne s'est pas promené pour gagner ce tournoi. Il a quand même dû batailler et tout, donc on est déjà presque impatient pour l'année prochaine, mais avant avec Wimbledon. Et chez les filles, comme je le disais, je pense que la rivalité Gauff-Sabalenka arbitrée peut-être par la Polonaise Swiatek, voire la Française. Bon, mais là, qui sait? Imaginez que Loïs aille ne serait-ce qu'en quart de finale à Wimbledon. Ça serait extraordinaire. Fabuleux. Ça serait extraordinaire. Donc, même huitième de finale. Donc voilà, en plus, c'est une fille, je l'ai trouvée très... Je regrette juste qu'elle soit pas ici. Elle aurait presque pu... Vous imaginez si elle était venue ici? Rendez-vous est pris avec elle l'année prochaine. Elle était inscrite. Qu'au dernier moment. Ouais. Et c'est vrai que c'est une jeune joueuse qui nous a montré énormément de qualité, d'humilité Oui. et un mental. Ah ouais, vraiment, enfin tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on aime en matière de tennis et de sport en général. Elle nous a vraiment fait rêver. Bravo encore Loïs Boisson. Et à très très vite, j'espère, dans le time break. Alors je suis d'autant plus ravi que je me suis souvenu que Nelson Montfort a présenté il y a quelques années une émission qui s'appelait Tie Break and Green. Alors absolument, oui, c'est une émission porte-bonheur pour moi parce que c'est celle qui m'a permis, disons, de rentrer à la télévision par la suite. C'est une émission qui passait sur l'antenne d'Europe 1 le samedi et dimanche matin, Tie Break and Green, donc tennis et golf. Et puis Jacques Chancel, dont vous vous souvenez sûrement, qui a d'ailleurs adoré le Pays Basque, avait écouté cette émission et avait demandé à me voir, me rencontrer. Et c'était à la suite de ça que j'ai commencé à la télévision. Et donc, effectivement, cette émission, vous c'est presque pareil, hein, c'est presque le même titre. Et oui, forcément, ça reste un très très heureux souvenir. Cher Nelson. Oula, c'est très bien amené ça. Je me doute de quoi vous allez parler, mais je ne sais pas. On est entre nous. Oui. On est dimanche. Entre nous, il y a quand même quelqu'un. On les floutera. Oui. Non mais... On est entre nous.
On ne nous entend pas, On nous on ne entend. nous écoute pas. Ils sont occupés à Oui, bruncher absolument. aujourd'hui, c'est le brunch. Ouais. Non mais, très sérieusement, Nelson, Je vois vous rapprocher. On va chuchoter. moi j'aimerais bien savoir, je pense que nos auditrices et nos auditeurs aussi veulent savoir. Là, très sérieusement, saura-t-on, Oui. Gardez votre sérieux. je pense que la France, la France Nelson, entière. Oui. la France a besoin de savoir. Qu'est-ce qui va me sortir? Moi, J'adore. j'ose aujourd'hui parce que Nelson est quelqu'un d'adorable. Je voudrais vraiment qu'on essaie de creuser un sujet épineux, sérieux, grave. Saura-t-on un jour, et peut-être aujourd'hui, puisque dans Time Break, nous aimons les scoops, nous aimons aller jusqu'au fond des choses. Saura-t-on un jour ce qui s'est véritablement passé dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro? Alors je me disais qu'on allait peut-être parler de ça, mais alors vous l'avez amené de manière parfaite. C'est une, c'est une pièce qui s'appelle donc Ça patine à Tokyo, où effectivement, qui tourne donc dans toute la France, où effectivement le tout début de la pièce se passe, vous êtes bien informé, dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro au Tokyo Grand Hotel. Alors, ce qu'il faut Incroyable, préciser- il fallait que ça arrive à Philippe. Oui, alors ce qu'il faut préciser, c'est que donc, Ça patine à Tokyo est une pièce donc, écrite par un duo de jeunes auteurs, Hugo Crémaschi et Julien Grange. Bon, alors, je me suis permis d'y apporter ma patte, notamment dans le dernier acte qui se passe sur la patinoire dans le cadre d'un championnat du monde de patinage à Tokyo, donc, où un patineur japonais joue le titre mondial le soir même contre un patineur français. Et vous savez, les yakuza, vous savez, les fameux bandits japonais, n'entendent pas de cette oreille et kidnappent et empoisonnent, ils ne le tuent pas, mais le patineur français qu'on retrouve inanimé, gisant dans la baignoire de la salle de bain de Philippe. Et alors, effectivement, toute l'action commence comme ça. Alors, c'est une comédie policière, c'est une comédie très plaisante à jouer et surtout à voir, enfin, parce que c'est essentiellement ça qu'on essaie de faire. Et ce qui me fait plaisir, c'est que là, au moment où je vous parle, nous avons déjà nous avons joué peut-être une trentaine de fois, et nous avons une quinzaine de dates d'ici la fin de l'année, ce qui veut dire plus que 2 par mois, dont, alors ça c'est la fin de l'année, mais dont au début de l'année prochaine, et je crois que ce sera peut-être l'une de nos premières dates 2026, le jeudi, alors je suis très précis, le jeudi 12 février à 20h, ouverture des portes à 19h30 à la gare du Midi, à Biarritz, théâtre magnifique que vous connaissez évidemment, vos auditeurs aussi. Et je suis très heureux de venir jouer dans ce théâtre magnifique que j'ai visité. Donc, voilà. Alors, il y a plus de 1000 places, il va falloir les remplir, mais de ce que je peux voir, Ah mais c'est j'ai immanquable. l'impression que... Ah, c'est immanquable. Le duo Moi, je- Philippe Candeloro, Nelson Montfort, dans une histoire policière, rocambolesque, avec beaucoup de tendresse, d'imprévu si j'ai bien compris, vous avez bien résumé. vous ne pouvez pas rater cette soirée. Jeudi 12 février À 20h. 2026 à 20h, gare du Midi, mais nous aurons l'occasion d'en reparler évidemment et peut-être même, qui sait, ensemble. Le théâtre, c'est une des multiples vies de Nelson Montfort. C'est pas votre première expérience au théâtre, parce que si mes sources sont bonnes, en 2011, vous avez déjà joué dans une comédie de boulevard. C'était au Théâtre du Gymnase à Paris, dans une mise en scène de Pierre Lorre. Et c'était en plus avec votre fille Victoria, Nettoyage de printemps. Exactement, une très jolie comédie qui a porté bonheur à Victoria, qui désormais habite à Los Angeles et qui est une jeune comédienne productrice qui fait vraiment de jolies armes. Là, elle vient de signer dans 2 séries, je suis très très fier d'elle. Et ils rentrent cet été jouer à Avignon, au festival d'Avignon. Une pièce qui est également très jolie, qui s'appelle Moi je joue. 4 jeunes comédiens avec leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions, leurs désillusions. Là aussi, parce qu'une pièce comique, il faut qu'elle soit comique, mais je trouve, en tout cas c'est comme ça que j'ai l'impression que vous êtes de mon avis. Il faut aussi qu'il y ait un peu de tendresse, il ne faut pas que ce soit uniquement du gros rire. Et là c'est le cas.
Et je suis très fier d'elle. Donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, dimanche prochain, donc dimanche dans une semaine, puisque là nous sommes en direct, dimanche 22, comme je collabore à l'émission de Michel Drucker, vous savez, Vivement Dimanche, eh bien, il y a toute une partie de l'émission qui, j'allais dire, nous est consacrée à Victoria et moi, ce qui me touche énormément parce que, voilà, pour moi, le théâtre, c'est la vie. Vous savez ce que disait Alfred Hitchcock, qui est quand même pas n'importe qui? Le théâtre, c'est la vie en mieux. Et je suis d'accord avec ça. C'est le rire, c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est les pleurs, c'est les drames, c'est les désastres, c'est aussi les éclats de rire, c'est l'optimisme, c'est le pessimisme. C'est tout. C'est tout. Et le théâtre accompagne ma vie depuis toujours, bien avant que je tente ma chance sur les planches. Et voilà, enfin, voilà, je pense que vous sentez autour de ma voix. Absolument. J'ai également un spectacle sur Georges Brassens avec Fred Carato, qui est un saxophoniste formidable. Et là aussi, on va venir, je l'espère, dans la région. Là, on commence plutôt dans les Alpes, la semaine prochaine d'ailleurs. Mais voilà, tout ceci, enfin, vous le sentez, Philippe. D'autant mieux que ça me refait penser à une très jolie phrase aussi du chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, qui disait pour la musique que la musique est le reflet le plus poétique de la vie. Je suis complètement d'accord avec ça, et c'est un langage universel. Le Lillois, Jean-Claude Casadesus, comme vous le savez, est vraiment un de mes amis. C'est un jeune homme de 85 ou 86 ans, on ne lui donne pas d'âge. Et pour la petite histoire, c'est également un très bon joueur de tennis. Et je vous raconte une petite anecdote. Alors, je ne savais pas. Son partenaire de tennis privilégié était Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre. Vous voyez un match Casadesus-Jospin, il jouait pratiquement tous les dimanches. Formidable. Voilà. Je parle de ça il y a quelques années, mais voilà, tout ça j'adore. Tout ça j'adore. Comment vous est venue l'idée de faire du théâtre? C'est une envie depuis très très longtemps qui était en vous, et comment vous vous y êtes pris, bien dirigé évidemment, mais comment on appréhende cette nouvelle aventure, Nelson? Oui, je pense que c'est un petit peu tout à la fois. Depuis le plus jeune âge, je lis les textes, depuis le plus jeune âge, des auteurs qui soient comiques comme Molière, encore comme Molière, c'est pas toujours comique, on va dire d'essence, c'est simplement comique, ou moins comique comme Racine ou Corneille, accompagnent ma vie. J'apprenais quasiment des passages par cœur, et encore aujourd'hui, je retiens des passages par cœur, donc depuis le plus jeune âge. Alors après, il y a le cap à franchir, c'est une chose d'être spectateur. Je vais vous faire sourire. Au théâtre, il est plus facile d'être spectateur qu'acteur. Ça, c'est une certitude, parce qu'il y a quand même des textes à apprendre, il y a quand même tout ça. Mais voilà, je suis très... Enfin, j'adore aller au théâtre. J'adore, je dirais même que c'est sans doute la dernière chose qui m'attache à Paris. Parce que sinon, je vous dis honnêtement, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, moi, une ville comme celle-ci, un environnement comme celui-ci, c'est tout ce qui me plaît dans la vie. Donc, moi, peut-être d'ici 2-3 ans, je viens habiter ici. Et vraiment, je vais vous demander l'asile politique, vous m'aiderez. Je veux l'asile politique à Biarritz. Aucun problème. Voilà. Donc voilà, c'est... L'amitié ici, c'est sacré. Oui, absolument, absolument. Donc voilà, oui, je sais. Ça, je sais. Ça, je sais. Ici, les contrats se signent par les poignées de main, et c'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est tout ce que j'aime. Hitz, Edo, Gizonahitz, on dit au Pays Basque. Ça veut dire la parole donnée doit être respectée. Une parole est une parole. Ouais. Edo Gizonahitz, sinon l'homme est mauvais. Ouais, bah j'ai rien à ajouter. Nelson, on sait que vous aimez le Pays Basque. On sait que vous êtes attaché en particulier à Arkanga. Et c'est toujours un bonheur de vous recroiser ici. Je voulais vous demander quand même, on n'en a pas trop parlé, mais comment va Philippe? Vous l'avez eu quand même au téléphone? Ce matin même, eh bien, écoutez, il va très bien, il est très attaché à cette pièce de théâtre pour deux raisons. La première, c'est que qu'il est vraiment excellent dedans, il est très bon. Parce que vous savez, il y a un texte à apprendre. Bon, on dit oui, vous devez sortir du texte, pas tant que ça, parce que le texte est très drôle en lui-même, donc on va pas... Il y a de temps en temps des petites... voilà. Mais vous improvisez quand même quelquefois. Mais pas beaucoup. On pense... Alors, mon parrain de spectacle, c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement, c'est Philippe Chevalier, ex-chevalier Las Palais. Il me dit, mais on donne l'impression d'improviser alors que ça ne l'est pas. Donc j'espère qu'on arrive à ça. Donc Philippe va très bien. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que vous savez, Philippe, il a 55 ans maintenant, il ne peut plus faire ses pirouettes, ses saltos, etc. Donc pour lui, le théâtre tombe très bien.
sachant que les galas de patinage, c'est essentiellement entre novembre et mars. Ce ne sera pas le 12 février, par contre. Et donc voilà, tout ça fait que il est très attaché à cette pièce, il est très attaché voilà, et donc il s'y est mis vraiment de tout cœur. Et c'est un régal. Moi j'ai un scoop pour vous, Nelson. Dites-moi. Alors pour l'instant, on garde le secret, je compte sur vous. Sauf que De toute façon, vous on a avez pas dit, mal d'auditeurs là, donc. nous sommes entre nous. D'accord, oui. Nous sommes entre nous. Oui. Au Pays Basque, Oui. nous avons aussi des patinoires. Ah, je sais. Et À Anglette. on peut faire quelque chose pour Philippe Candeloro. Ah bah écoutez, alors là je note cela parce que il a un très joli spectacle qui s'appelle La fille du marchand de sable, qui est un joli spectacle de Noël, on va dire, qui est monté par son épouse Olivia, qui a mis en scène le spectacle. Et là, Philippe, c'est une sorte de Père Noël féerique. Voilà. Mais Philippe, je ne veux pas que ce soit à mon contact, ça serait très prétentieux, mais il a beaucoup changé. Depuis le moment, vous savez, où c'était le Titi de Colombe, là, qui était un peu tout fou, tout chien fou, là, il a beaucoup changé. Il est devenu sage. Exactement. Et là où il lâche le plus, c'est sur scène. Donc ça me va très bien. Donc, vous l'avez compris, impossible de ne pas venir le jeudi 12 février 2026 à la gare du Midi à 20h pour voir Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Et je pense que ça va patiner à Biarritz aussi et vous allez passer un excellent moment. Je vais vous remercier infiniment, Nelson, vraiment du fond du cœur, vraiment, de m'avoir rejoint à midi. Ce n'est qu'un au revoir. Nous nous voyons tout à l'heure lors de la finale pour vos impressions, pour vos commentaires et d'après-match également. Et puis on va vous laisser bruncher peut-être parce qu'il est temps pour nous aussi de nous quitter. À 14h, il y a l'exhibition avec Mansour, votre invité précédent, que je vais commenter d'une façon, on va dire, légère. Et il est encore temps, ngopen.com/billetterie pour nous rejoindre ici pour la finale et à 14h, le match d'exhibition. Moi, je vais remercier aussi, comme il se doit, la direction du tournoi, François Duport, évidemment Jérôme Barrier, le président du Biarritz Olympique Tennis Padel, Johan Jancy en la personne de Jean-Marie Degé. Je remercie aussi les formidables bénévoles, plus de 150 bénévoles ici qui ont été d'une gentillesse et d'une disponibilité sans pareil chaque fois qu'on avait besoin de leurs compétences. Je remercie également tout particulièrement Isabelle, je remercie évidemment Stéphanie, Christelle, tout le pôle direction. Je remercie aussi notre réalisateur en chef Patrick qui a officié toute la semaine avec ses mains de maître. Et puis évidemment, je vous remercie vous pour votre fidélité parce qu'on sait que vous étiez derrière le petit écran, voire à nous écouter dans nos nombreuses interviews et nos nombreux directs que nous avons réalisés ici tout au long de cette 22e édition du Biarritz NG Open Pays Basque. Et puis je vais remercier également le public qui a été aussi d'une collaboration précieuse et puis tous ceux qui m'ont fait l'honneur et la joie d'être mes invités dans les différentes émissions et interviews que nous avons pu réaliser ici en direct donc toute cette semaine de ce très beau tournoi NG Open Biarritz Pays Basque. Ça n'est pas terminé cet après-midi. Le match des légendes, les finales. On se retrouve de toute façon l'an prochain ici même au Parc des Sports d'Aguilera. Un dernier petit mot pour nos auditrices et nos auditeurs et nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui vous aiment parce que oui Nelson, on vous aime et personnellement je vous aime aussi. C'est gentil Philippe. Votre slogan c'est du fun, de l'authenticité, des vagues. Et ben, c'est exactement ça. Et longue vie à votre radio, à votre média et j'embrasse tous vos auditeurs. Et vive le tennis! Et vive le tennis, vive tout ce qu'on aime dans la vie. Très bon dimanche à vous les amis, à très très vite. Prochain numéro de Time Break, nous serons ici dans un prochain tournoi de tennis. Ne le ratez pas, ce sera au mois de juillet. On va prendre quelques jours de vacances en ce qui concerne le tennis, mais on revient très très bientôt. À très vite les amis et merci encore.
se produire l'année prochaine. Nous pourrons assister à des matchs qui sont très spectaculaires quand même entre les joueuses du paratennis. Merci à elle, merci à vous tous pour avoir Bien, alors, je finis maintenant la finale du 22e LG Open. Merci à l'équipe d'entretien. En direct du 22e NJ Biarritz, Pays Basque. Merci d'être là. Phase de finale aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025. Nous venons d'assister à un match des légendes extraordinaires en la présence de notre ami Mansour Bahrami, que l'on remercie encore pour être venu ce matin dans notre dernière émission ici depuis le tournoi Time Break. Et nous avons beaucoup de choses déjà à fêter avant même que la finale se déroule dans quelques minutes ici sur le court central Patrice Dominguez entre donc Sarah Rakotomanga et Maya Sherif. Ça promet du très beau jeu. Il y a un très beau challenge là pour la jeune Française de 19 ans qui va tenter de remporter cette 22e édition de l'NJ Open Biarritz Pays Basque. J'ai beaucoup de chance parce que je suis aussi avec une autre finaliste et vainqueur de l'handisport, du Handi Tennis, premier tournoi Open Handi Tennis ici, qui s'est déroulé donc ce matin, finale sous les bonnes auspices du soleil qui est revenu sur le parc des sports d'Aguilera. J'ai la chance d'être en compagnie de Julie Flamand. Bonjour Julie. Bonjour, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est mieux de dire bonjour parce qu'on n'est pas encore dans la night session qui promet d'être très festive parce que déjà tout le monde ici a la pêche et tout le monde est heureux d'assister au final et on va passer un très bon moment en compagnie de Julie. Et puis de Francky Thion. Bonjour Francky. Salut Philippe. Tout de suite je vous précise qu'on est aussi avec la banane parce que c'est l'anniversaire de Francky. Donc joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Sorionak Suri, comme on dit au pays. Devchetas, placerekin, ongi etori. Mais il ne vient pas très loin parce qu'autant Julie, tu vas nous l'expliquer, tu viens des Yvelines. Francky, lui, qui n'est autre que son frère et son entraîneur en plus, lui, il ne vient pas très loin, il vient de Saint-Pierre-des-Rubes. On va en parler dans quelques instants avec lui parce qu'il joue aussi au tennis et il fait même, je crois, de la compétition. Donc on va aussi parler de choses très sérieuses. Voilà. Julie, félicitations, bravo, vraiment. Une belle finale que tu as remportée face à Florence Destré. Voilà. Ça n'a pas été si simple. D'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos amis, dire en quelques mots qui tu es et puis comment s'est passée ton arrivée ici à Biarritz et dans le tournoi, dans la 22e édition NJ Open Biarritz Pays Basque. Du coup, moi j'ai commencé le tennis en 2020, grâce ou à cause, je ne sais pas, de mon frère qui m'a initié à ce sport. Et du coup, j'ai commencé la compétition assez rapidement. Et au meilleur classement, j'ai été 7e française. Aujourd'hui, je suis 10e française parce que j'ai eu une opération du coude et donc j'ai un classement technique. Et le match d'aujourd'hui a vraiment été quand même assez compliqué. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu participer à cette première organisée à Biarritz. D'abord pour faire la surprise à mon frère, qui était belle, mais en plus parce que la structure, l'accueil, l'ambiance, et puis j'ai gagné, et donc ça aurait été dommage de ne pas venir, c'est juste formidable. Alors c'est le fruit d'un long travail aussi. Comment t'es venue cette passion du tennis et comment tu t'es mis en fait à cette discipline? Alors il y a un truc de fou quand même, c'est que je suis handicapée depuis 20 ans et en fait j'ai commencé à me dire que je pouvais faire du tennis fauteuil qu'à partir du moment où j'ai été en fauteuil. Et ça c'est hallucinant parce qu'en fait il faudrait qu'on arrive à se dire qu'on peut se mettre à faire un sport même quand on est handicapé en fait sans être forcément en fauteuil. Et aujourd'hui c'est quelque chose que je prône très fortement, que dès qu'on peut, il faut attaquer un sport parce que ça nous aide dans notre vie, ça nous aide. Alors évidemment, physiquement, c'est dur, on a mal. On va en parler dans quelques instants un peu aussi de la technicité, de la spécificité de cette discipline. Mais pourquoi le tennis? Il y avait des influences familiales ou ça n'a rien à voir? Alors pour le coup, moi là-bas, je venais du handball.
Comme d'ailleurs, Sabine Devinck, nous avons reçu aussi cette semaine la directrice régionale d'Engie Aquitaine, qui a été une athlète de haut niveau dans le hand. du coup, moi, c'est vraiment mon frère en fait, hein. J'ai touché une raquette pendant les vacances et du coup, j'ai attaqué le tennis. Et donc en 2020, et j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là en fait. Donc c'est des heures d'entraînement forcément. Et je crois que le plus difficile reste quand même la préparation mentale. Alors, inscription à un club, comment ça se passe? Inscription à un club, on a un coach. Un coach mental aussi peut-être, et puis on travaille. Alors dans la théorie, ce serait cool d'avoir un coach mental, mais à notre niveau, en fait, le tennis fauteuil coûte cher quand même. De base, c'est un sport qui coûte vraiment beaucoup d'argent. Si on prend l'exemple de mon fauteuil de sport, le mien coûte 8 000 €. Donc à financer, c'est pas juste vous achetez une paire de baskets dans un magasin et vous allez taper la balle. Non, c'est déjà très long. J'ai mis 2 ans avant d'avoir mon fauteuil à moi. Et encore, on vient de finaliser certains détails là. Donc c'est déjà très difficile en fait. Il faut être vraiment motivé en fait pour pouvoir faire ce sport. Alors, comment ça fonctionne? C'est un fauteuil d'ailleurs spécifique. Par exemple, les roues, pour la maniabilité, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités du fauteuil? Et puis, comment en fait on développe la pratique dans un fauteuil par rapport au déplacement, par rapport à... Voilà, il y a tout un travail, tout un exercice à acquérir, à réaliser pour pouvoir être la meilleure. C'est sûr, parce que les déplacements, ça peut coûter très cher. Si on ne fait pas le bon pivot, et ce qui est toujours d'ailleurs mon cas en passage, c'est vraiment un travail de longue haleine pour le coup. Et ce qui permet justement de faire ces pivots-là, c'est justement le carrossage des roues, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des angles en fait. Elles sont inclinées. Oui, tout à fait. Ça nous permet en fait de faire des pivots et de pouvoir... mais il faut avoir quand même la dextérité, la maîtrise. Et on voit la différence avec les personnes qui n'ont pas d'abdos par exemple. Et ben, pour eux c'est beaucoup plus difficile. Les déplacements sont beaucoup plus compliqués. Sinon on peut risquer la chute par exemple. Ça peut arriver. La chute arrive, mais en général la chute arrive parce qu'on ne maîtrise pas bien justement le pivot et on va donner un coup trop fort ou alors on va trop vite et du coup en effet la chute peut arriver. Alors je vais faire comme si je ne savais rien. Les règles sont les mêmes dans le handi-tennis que dans le tennis, où il y a des particularités aussi. On a dû peut-être adapter certaines règles ou pas. La seule et unique règle qui est modifiée, c'est le fait qu'on ait le droit à 2 rebonds. Je ne sais pas si c'est une bonne règle, perso, parce que ça met un certain confort quand on est en retard. En revanche, se pose la question de est-ce que je la prends au premier ou au deuxième rebond? C'est une catastrophe. Alors, cruel dilemme, pour ta part. Premier rebond. Premier rebond. Et voler? Souvent, rarement, tu aimes bien aller monter au filet? Moi j'aime, mais c'est dangereux en fait. Parce qu'une fois qu'on est au filet, revenir en arrière, une fois que tu es lobé, c'est fini. Donc il faut pivoter, repartir en arrière. Très très vite, comme si tu courais vite. Mais déjà en valide, c'est chaud de récupérer la balle dans ces situations-là. En tennis fauteuil, c'est quasi impossible. Une question, tu joues en simple, comme ici. Tu as joué en double également. Puisque tu as joué dans les deux disciplines, tu préfères jouer en simple ou jouer en double? 2 jeux différents. Moi perso, je pense que je préfère quand même le double parce que c'est l'équipe et il faut savoir gérer l'autre joueur, s'adapter à l'autre joueur, s'encourager et ça on le voit pas, enfin on l'a évidemment en simple mais ça reste extrêmement difficile. Puis ce qui est plus sympa en double, c'est qu'on peut justement monter à la volée pour le coup, donc ça c'est top. La seule chose qui est dommage, c'est que nous en effet quand on fait des open, donc on a les matchs en simple, on a des doubles parce qu'on décide de faire le double, il n'est pas obligatoire mais en général les gens le font. Ce qui est dommage, c'est que ça nous rapporte 0 points.
Aujourd'hui, la Fédé ne nous donne pas de points lorsqu'on fait un double. Et ça, c'est bien dommage parce que... Pour l'instant. Pardon ? Pour l'instant. Voilà, un petit message pour Ou la Fédé, si elle nous écoute, si elle nous regarde. Il est temps. Elle n'est pas sympathique, Julie. Elle n'est pas professionnelle. Elle a gagné l'Open Handi Tennis de Biarritz. Franchement, on va évoluer. Hein. La prochaine fois, on va faire comme dans les autres tournois. Il y aura des points au classement. Allez. Allez Julie, allez l'Handi Tennis. Bon, alors là on est entre nous, Julie. Si on parlait un peu de coaching, donc on m'a dit que tu avais un coach. Oui. Tu avais un coach d'ailleurs qui a des accointances ici avec la région. Alors il est comment le coach? Celui-là, là ? Celui dont on m'a parlé, mais bon, Alors, il est sévère. Sincèrement, mon coach du week-end n'a pas été sévère. Il a été un atout mental très important. Lorsque je lui ai demandé, il a su me donner les bonnes techniques, les bons mots. Puis de toute façon, c'est mon frère, donc forcément... Donc c'est compliqué à la caméra d'en dire du mal. Non. Bon, on coupera au montage. Combien d'heures d'entraînement par semaine, par jour? Globalement, quand mon coude me laisse tranquille, et puis le reste aussi, on est sur du 5 heures par semaine à peu près, 6 heures. Cette semaine, je pense que j'ai fait 9 heures, facile, voire plus. Mais j'aimerais pouvoir faire plus, mais mon corps ne me le permet pas en fait, sincèrement. Donc on fait avec, on s'adapte. Un peu plus tard. Voilà. Bon, c'est ça. en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et il y en aura d'autres. Avec des points au classement. Les points au classement au double. Allez. Bon. Alors, le frérot, Francky Oui. Thion, de Saint-Pierre-d'Irube, le local de l'étape, qui a coaché sa sœur tout le week-end. Comment ça s'est passé? Bonjour d'abord, joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup Philippe. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience fraternelle Oui. du week-end qui vous a amené à la victoire? Eh bien écoute, oui. Tout d'abord, c'est une belle surprise qu'elle m'a faite parce que je ne m'attendais pas du tout à la voir. Donc au final, la priorité, c'était de venir me voir. J'avoue que une potentielle victoire ici pour elle, c'était complètement accessoire. Et au final, écoute, tous les voyants ont été au vert. Tout s'est super bien passé. Et donc en plus de venir me faire un énorme plaisir, elle remporte le tournoi, donc c'est fantastique. Et donc voilà, je suis très heureux aujourd'hui. C'est un bel anniversaire. Tu es dans la partie aussi, tu joues au tennis, Exactement. on va en parler dans quelques instants. Ouais. Ce coaching, il a reposé sur quoi pour arriver à cette performance plus particulièrement? Parce qu'un week-end, c'est court, même si on est entre frères et sœurs, mais malgré tout, de là à devenir le coach de sa sœur, c'est pas forcément évident. Donc comme vous n'êtes pas sur place tous les deux ensemble, Oui. même si tu la connais, quels ont été tes critères et tes directives? Eh bien écoute, je me suis basé sur ce que j'essaye de pratiquer au tennis club à Saint-Pierre-d'Irube. J'essaie d'encadrer au maximum les jeunes, je suis éducateur là-bas et je fais énormément de travail psychologique avec eux. Mais là, le plus gros atout dans cette situation, c'est que c'est ma sœur. Et pour bien coacher quelqu'un mentalement, il faut avant tout très bien le connaître. Parce que pour diriger 6 joueurs différents, on va avoir 6 méthodes différentes. On doit vraiment s'adapter aux joueurs. Et écoute, là, du coup, ça a été quand même assez facile. Sachant que ma sœur est naturellement stressée, elle a besoin de douceur. Donc je lui ai apporté le plus de douceur possible avant ces matchs. Comme elle a dit, des petits mots très simples mais éloquents et qui font un petit peu la différence. Franchement, j'ai pas beaucoup forcé, hein. C'est elle qui a fait l'essentiel du travail. Donc on s'est bien entraîné hier avec sa finaliste d'ailleurs. J'ai entraîné les deux en même temps, c'était très sympa. Et donc voilà, et c'est génial d'avoir une mise en lumière du tennis fauteuil ici. Et effectivement, je vais appuyer un petit coup. Il faut absolument homologuer les doubles tennis fauteuil. C'est vraiment primordial. S'il y a une volonté de la Fédé de mettre en avant le tennis fauteuil, il faut au minimum que ça passe par là dans un premier temps. C'est important. Alors toi, Julie, ça fait combien d'années que tu joues au tennis? 5 ans. 5 ans. Et toi, Francky? Eh bien écoute, j'ai un doute. Parce que moi aussi, je suis comme ma sœur, je viens du handball. Et je pense que j'ai démarré quand j'avais 21 ans. Par là à peu près.
et 43 aujourd'hui pile poil. Donc je vous laisse faire le calcul parce que là c'est dimanche. J'ai pas le mental pour. Mais donc ouais, ça fait quand même un petit bout de temps que je joue. Et puis moi ma passion c'est de jouer, c'est de m'amuser. Je fais de la compétition mais je suis pas un grand compétiteur parce que j'ai tendance à un peu trop jouer pour les autres et même en tournoi. Mais en tout cas j'y prends beaucoup de plaisir, je m'amuse. Et pour moi, à mon âge aujourd'hui, le but c'est de faire avancer les autres, ceux qui ont un avenir devant eux. Essayer de leur donner peut-être du plaisir à faire de la compétition. Exactement, à trouver du plaisir dans la compétition. C'est un sport qui est horrible en compétition. Gilles Simon avait écrit ce joli livre qui s'appelle « Ce sport qui nous rend fous », que j'invite tout adhérent de tennis à Après, si je lire. puis me permettre, horrible, je ne sais pas quel est le sport qui n'est pas difficile en compétition, qui est facile. Tous les sports quand même demandent beaucoup d'abnégation, de sacrifice, de don de soi, de cohésion, d'esprit d'équipe, de beaucoup de qualité, j'imagine. Oui. Dans le tennis également, en double ou même en simple, il faut une force mentale, on en parlait à rude épreuve parfois, parce que vous êtes quand même bien classés. Toi tu es 10e, celle que tu as vaincue est 8e française. Et Nadège, elle était 16e. Et 16e pour la troisième joueuse qui a participé aussi et qui est arrivée 3e ici au 22e NG Open Biarritz Pays Basque. Ouais. Alors toi tu me disais tu es au club de Saint-Pierre, tu es au club de Saint-Pierre-d'Irube. Donc quelle est ton activité un petit peu hebdomadaire? Tu éduques les jeunes, il y a beaucoup de licenciés. Oui. Alors on est à peu près 400 licenciés à Saint-Pierre, ce qui en fait un club très cool pour la région. Vous avez un tournoi aussi, je crois. Nous avons 3 à 4 tournois dans l'année. Ah oui, 3-4. C'est un club qui est extrêmement dynamique, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de tournois. Et puis on a une équipe, un bureau très solide et des bénévoles motivés dont je fais partie. Et en plus de ça, le mercredi, je fais une journée entière d'école de tennis en tant qu'éducateur. Et en plus de ça également, on est en train de développer un petit peu dans la région pour le tennis. J'ai fabriqué des trophées en bois pour le club de Saint-Pierre qu'on a mis en avant. On va vous expliquer ça, parce que ce matin, tu as fait un bois gagnant. Ou c'était hier? Hier surtout. C'était hier. Alors, elle a fait un bois gagnant. Et qu'est-ce que le bois gagnant déjà pour nos amis? Eh bien, un bois gagnant, c'est très simple. En général, on ne fait pas exprès. Ça, c'est sûr. C'est tout simplement quand on... Qu'il dit. Moi, si on fait exprès, on est vraiment balèze. Peut-être Mansour, il peut lui faire, lui. Mais c'est tout simplement quand on gagne un point en ayant touché le cadre de la raquette et non pas les cordes. Et donc, on appelle ça un bois gagnant. Et donc, je me suis dit... Ça t'a parlé. En référence au tennis, qui est quand même ma passion première, je vais appeler mon site Bois Gagnant. Parce que tu as un site, voilà. Ouais. Parce que tu fabriques aussi des trophées, comme par hasard. Et de tennis. Ouais, de tennis. Et bien sûr, on est ouvert à tous les sports. Mais comme on démarre, on fait des trophées dans un premier temps pour le tennis. On fait également des médailles. Et le but, c'est de tout faire en bois. Et c'est parti d'un hasard total, à force de me promener dans les clubs. De foot, de n'importe quoi. On voit toujours toutes ces coupes en métal qui ont plus de 150 ans. Et je me rendais bien compte que les gens, d'une manière générale, en ont marre de les exposer. Ça prend la poussière. Tout le monde a les mêmes. C'est pas joli. Et ils ont tous envie de les jeter. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire du bois qu'on pourrait foutre dans son salon. C'est une matière très noble. Qui est une matière noble, c'est vivant. Et voilà, donc c'était un peu l'idée de base. Je pensais pas que ça prendrait bien, mais écoute, ça a l'air de plaire, donc tant mieux, on va continuer de faire plaisir tant que possible. Tu peux donner à l'antenne le nom de ton site et une adresse peut-être? Alors si je m'en souviens bien, et je m'en souviens bien, ça tombe bien. C'est mieux, c'est www.boisgagnant.fr. Bon, www.boisgagnant.fr. Au plus simple. N'hésitez pas à contacter Francky pour vos demandes, vos besoins de trophées. Et puis pour l'encourager aussi à faire de la compétition. Maintenant que sa sœur a gagné, je pense que c'est elle qui va devenir son coach mental. Quand est-ce qu'on commence donc les entraînements? Pardon, excuse-moi. Quand est-ce qu'on commence en tant que coach mental de ton frère qui va se mettre bientôt à la compétition, je n'en doute pas. Quand est-ce qu'on commence les entraînements, Julie? Dès ce soir. Bon, donc vous voyez, non seulement le tournoi n'est pas terminé, mais la soirée n'est pas finie. Bon, Julie, un dernier mot pour nos amis, pour encourager peut-être aussi nos amis à faire du tennis.
Alors déjà, le premier mot, il va aller pour le club de Biarritz on a senti une vraie volonté en fait de leur part de nous accueillir. Ok, cette fois-ci on n'était pas beaucoup parce que la mise en place a été compliquée, mais justement c'est très bien qu'on soit venus. Ça nous permet, ça leur permet à eux d'avoir un point de départ, de pouvoir les améliorer et de pouvoir accueillir, et on en est certaines, d'accueillir plus de joueuses, d'avoir un niveau qui va s'élever au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment bien parce que tous les clubs ne le font pas. Et l'ouverture vers les parasports, donc dedans il y a le tennis fauteuil, il y a le tennis adapté et le tennis sourd et malentendant aussi. Ces trois catégories font le paratennis. Et donc aujourd'hui ils ont décidé d'aller dans ce sens et il faut continuer les efforts. On sent qu'il y a une vraie volonté et donc merci à eux de nous avoir reçus comme on a été reçus parce qu'on a vraiment été bien reçus avec des choses à améliorer évidemment. Allez, Julie, tu es au Pays Basque. Mais on a le sens de l'accueil, les Basques. Je pense que j'oublierai jamais mon périple pour aller aux toilettes entre 2 sets, mais sinon ça va. Mais voilà, donc merci à eux, merci aux partenaires qui permettent tout ça. Les ramasseurs de balles, ils ont été topissimes. La jeune arbitre de chaise qu'on a eu aussi hier était formidable. C'était son premier et elle a été formidable. L'arbitre de ce matin aussi. Et l'arbitre de ce matin, j'en parle même pas parce que lui, il est partout. Je sais pas comment il fait. Il doit être complètement crevé, rincé à la fin de ce tournoi. Et je le remercie d'ailleurs bien plus particulièrement encore parce qu'il a vraiment tout fait pour qu'on se sente bien. Donc, bon, alors Julie, je te propose quelque chose. Tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais la première édition, c'est fait. Donc je te propose, puisque c'est notre première aussi interview dans l'handisport et dans l'handi-tennis féminin, d'être la marraine de Time Break dans l'handi-tennis féminin. Et comme ça, elle est obligée de revenir l'année prochaine. Oh, quel dommage. Voilà. Merci beaucoup, c'est avec plaisir que j'accepte. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Julie, d'avoir pris un peu de ton temps pour venir nous parler un petit peu de ta discipline et puis qu'on fête ensemble cette belle victoire remportée 6-4, 6-3, 6-4. 6-3, 6-4 face à Florence d'Estrée. Francky, le local de l'étape, nous on va se revoir très prochainement parce que toi tu repars, je pense, dans les Yvelines. Absolument, je retourne demain dans les Yvelines. Jusqu'à l'année prochaine. Absolument. Rendez-vous donc en 2026 pour un deuxième Open Handi tennis féminin. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt parce que maintenant qu'on te connaît, on risque de débarquer très vite à Saint-Pierre-des-Rubes pour faire un numéro Time Break spécial Saint-Pierre-des-Rubes. Avec grand plaisir, vous serez super bien accueillis là-bas, aucun doute. Il y a une très belle ambiance, c'est très convivial. Et écoutez, on vous attend. Encore merci à Radio Biarritz, au Biarritz Olympique. Parce que cette volonté de mettre tout ça en lumière, c'est rare et il faut vraiment les soutenir. Ils ont été parfaits. Bon, rendez-vous donc dans les Yvelines et puis à Saint-Pierre-des-Rubes, les amis. À très vite et merci de votre fidélité.